Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, il y a des milliers de personnes qui vont rendre un dernier hommage aujourd'hui à cet agent du SPVM, Mohamed Lamine Benredouane. Ça se passera au Centre Bell. Oui, le premier policier à être décédé dans l'exercice de ses fonctions depuis 2002 au SPVM va recevoir de l'organisation policiale un dernier hommage parce qu'il y avait déjà eu le 24 juin dernier les funérailles religieuses de l'homme de 34 ans là, qui s'était déroulé à la mosquée du Centre islamique de Québec. T'sais, la famille était là, beaucoup de collègues également là, qui s'étaient déplacés pour tout ça. Et là, dans la foulée du drame, on avait demandé aussi à retirer là, toutes les images qui circulaient sur le web. La sœur, entre autres, là, de l'agent Benredouane, qui disait, ben là, on veut pas laisser ça pour son enfant, parce qu'il laisse dans le deuil un enfant de 3 ans. Sa conjointe était enceinte également là, au moment du drame. Et d'ailleurs, la famille là, peut compter sur un 500 000 $ à peu près là, qui a été récolté là, sur divers là, plateformes là, de collecte de dons, des GoFundMe et autres choses. Et là, ça va partir là, à partir d'aujourd'hui là, sur le boulevard René-Lévesque. On est entre la rue Saint-Urbain et Saint-Laurent. Là. Si vous voulez vous rendre là à partir de 9h, les gens qui veulent suivre le cortège vont pouvoir se rendre sur place. Ça va partir à 10h et on se rend jusqu'au Centre Bell, là, où il y a une cérémonie commémorative ouverte au grand public à partir de 12h30. Il va y avoir des policiers actifs et retraités qui vont porter d'ailleurs là, la tête du cortège, mais il va y avoir aussi d'autres travailleurs d'urgence, des membres de la famille, des partenaires du SPVM. Bref, on attend pas mal de monde dans le coin du Centre Bell aujourd'hui pour lui rendre hommage. Je suis toujours honnêtement impressionné de voir à quel point les liens sont étroits dans la communauté policière, à quel point c'est un blason tissé serré. Lorsqu'un des leurs décède comme ça dans le cadre de ses fonctions, vous allez voir, là, on va assister à des scènes vraiment très touchantes. Là. Tu sais, un cortège avec plusieurs personnes, des policiers qui vont venir d'un peu partout pour rendre un hommage tellement mérité à ce policier qui est mort en héros. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important là, de le souligner, puis que nous, comme citoyens, puis imaginez, là, le réflexe qu'on a moindrement qu'on est dans une situation dangereuse pour notre vie, ça va être quoi? Ça va être de se sauver, ça va être de se mettre à l'abri. Les policiers, c'est tout le contraire. Ça peut être contre-intuitif pour notre réalité, mais lorsqu'il y a eu cette fusillade-là dans Côte-des-Neiges, ben, ce sont les policiers qui ont mis effectivement leur vie en jeu pour nous protéger. Et effectivement, il y en a un qui, malheureusement, a péri sous les balles du tireur. On ne connaît toujours pas, et ça fait partie aussi, je présume, du deuil aussi à faire. On ne connaît toujours pas, à l'heure où on se parle, vraiment là, le fin mot de cette enquête-là qui se poursuit. Il y a même eu un appel à témoins là, lancé par le BEI au cours des dernières heures. Ça va bien sûr teinter notre émission d'aujourd'hui et on sent aussi chez les anciens policiers, des gens avec qui, par exemple, on couvre des événements dans les différentes émissions de radio et les différentes émissions de télé, de voir à quel point ces gens-là étaient profondément touchés par ce qui est arrivé, parce que ça rappelle des souvenirs. Tu sais, tu te dis, ça aurait pu être moi. Ça rappelle aussi, quand je vous disais, des souvenirs douloureux, qu'il y a 24 ans, ça fait 24 ans qu'on n'a pas perdu un policier en service à Montréal. Moi, j'ai encore en tête un point de presse, Diane Lafrenière, à qui on va parler d'ailleurs ce matin, là, qui était vraiment, tu sais, quand on dit shaké, était très, très ébranlé par ce qui est arrivé. Ça ravivait des souvenirs. Et présumons que la journée d'aujourd'hui risque d'être riche en émotions. Alors, on aura une bonne pensée pour nos policiers, nos policières. Revenons ensemble sur cette nouvelle majeure, parce que, je veux dire, c'est le plus gros contrat militaire là, de l'histoire du Canada. En ce qui concerne les sous-marins, ce sera finalement la compagnie allemande TKMS qui a été choisie. Là. Les modalités du contrat restent à être négociées, mais on parle de gros sous, là, Alexandre, jusqu'à quoi? 90 milliards là, pour l'acquisition, l'entretien, et ça arrive au moment où le sommet de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui en Turquie. Oui, puis on avait dit là, qu'on l'annoncerait justement, là, la décision qui allait être prise entre la sud-coréenne Hanwha et ThyssenKrupp Marine System, hein, germano-norvégien, qui vont construire, c'est eux qui l'ont emporté finalement les 12 sous-marins canadiens. Là, juste avant le sommet de l'OTAN, c'est ce qui avait été annoncé. D'ailleurs, on s'en est réjoui. Là. La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, elle, dit que ça va continuer des partenariats qui sont déjà en place là, avec les Européens, ce qui va permettre de continuer à développer cette relation d'affaires-là. On dit, là, puis encore une fois, c'est à prendre avec un grain de sel jusqu'à ce qu'on les voit, parce que c'est des chiffres qui sont tellement astronomiques, là, que ce soit le 90 milliards que tu as nommé ou encore les 110 000 emplois qui sont promis dans l'ensemble du Canada. 110 000
pour construire le reste de la flotte de la Marine royale canadienne. On dit que ça va venir aider la souveraineté du Canada en Arctique, ça va nous permettre de patrouiller mieux nos eaux territoriales. Mais oui, c'est un des plus gros contrats de l'histoire, si c'est pas le plus gros, le même en approvisionnement tout court au Canada. Ça va être intéressant de voir la suite des choses. Moi, je les attends sur mon bureau, là, les 110 000 emplois. Sérieux, j'ai hâte de voir ça. Si ça se concrétise pour de vrai, ben tant mieux pour l'économie canadienne. Reste à voir combien vont être mis en place au Québec aussi. TKMS a quand même une historique là, avec l'OTAN. L'entreprise fournit à peu près 70% des sous-marins de l'OTAN. Pour ce qui est des emplois, oui, moi aussi, j'ai hâte de voir. Faut comprendre, par contre, que le constructeur allemand, ces derniers temps, a multiplié les ententes avec les entreprises d'ici. Donc, le Québec devrait, en principe, tirer son épingle du jeu. Mais là, d'ici ce temps-là, c'est parce que le premier sous-marin, on le verra pas avant, je pense, c'est quoi, 2034 à peu près. Conséquence, il va falloir étirer nos 4 vieux sous-marins actuels. Qui, franchement, c'est pas des petits poulets du printemps. Yellow Submarine. Oui, Yellow Submarine. Mais dans la perception, autant où le Canada, pendant des années, était un peu le cancre au niveau là, de l'OTAN, où là, notre stratégie de défense, essentiellement, c'était d'être chum avec les Américains puis de se cacher en arrière. C'était vraiment ça. Souvenez-vous, il y avait un élu américain qui s'était présenté au Congrès puis qui avait parlé du Canada comme celui qui couchait sur le divan de son ami. C'était littéralement ce qu'il avait dit. Ça, hein? Alors, lorsqu'on fait partie d'une association comme ça, on veut pas être le cheap à table qui fait jamais sa part de la facture. Alors là, heureusement, que c'est en train de changer. Là. Le fameux objectif de 5% du PIB en défense d'ici 2035, on est en voie de l'atteindre. Et pour ce qui est de Mark Carney, qui se présente aujourd'hui à Ankara, en Turquie, pour le sommet de l'OTAN, ben là, au moins, on arrive, c'est pas gênant là, de ce côté-là. Puis il faut arrêter aussi de toujours dépendre des Américains, surtout, là, parce qu'on voit, là, tout dépendant qui est à la Maison-Blanche, les relations... C'est une belle leçon qu'on reçoit, dans le fond. Oui, c'est une leçon, mais ça, on aurait dû le comprendre avant, parce qu'il y a tellement eu un déficit d'entretien au niveau des forces armées canadiennes pendant tellement longtemps, vu notre stratégie militaire, puis notre négligence à investir pour notre armée, que là, avec l'arrivée du Donald à la Maison-Blanche, ça nous a un peu pété en plein visage. L'entreprise Saab construirait ses avions de chasse chez Bombardier au Québec. Oui, bien, restons dans les annonces militaires. C'est dans la presse aujourd'hui qu'on apprend que selon une lettre qui avait été envoyée, une espèce de présentation faite en juin 2025, mais que Saab, l'entreprise qui construit les fameux Gripen, qui est l'autre avion qui est retenu ici au Canada, qui pourrait faire partie avec les F-35 du renouvellement de notre flotte aérienne, qui elle aussi fait pas mal dur, Alex, à l'heure qu'il est. Et là, on apprend que l'été passé, on a eu du côté de Service public Approvisionnement Canada, tout le dévoilement de la stratégie de Saab qui viendrait littéralement utiliser les installations de Bombardier ici au Québec pour fabriquer la majorité des pièces qui seraient utilisées dans le Gripen. Ce serait Bombardier puis un fabricant néo-écossais de pièces aéronautiques aussi, EMP Aerospace and Defense, qui seraient les deux entreprises fer de lance de cette production de Gripen ici. Là, on n'a pas précisé exactement ce serait quoi les retombées, ce serait combien d'emplois, mais quand même, on verrait des avions être assemblés ici, puis ça permettrait d'assembler d'autres Gripen qui seraient peut-être expédiés ailleurs dans le monde. Fait que ça durerait peut-être plus encore que le simple contrat d'acheter des avions. Parce que là, je rappelle, on avait commandé au départ de Lockheed Martin 88 F-35. Lockheed Martin, entreprise américaine. Évidemment, on est dans un contexte de guerre commerciale, puis on se rend compte que les données des F-35, ils seraient hébergés aux États-Unis. Bon, on commence à se poser des questions à ce moment-là. On doit en avoir minimum 16. Ça, c'est comme une obligation légale dans le contrat qu'on a signé. Pour les 72 autres, on se pose une couple de questions quand même. Alors là, ce qu'on dit, c'est bon, on pourrait acheter une trentaine de F-35, puis de l'autre côté, 60 Gripen aux Suédois. Puis l'entreprise suédoise, encore une fois, c'est pas 110 000 emplois, 9 000 qui promettent de faire un peu partout au Canada. Ce qui serait intéressant, c'est que ce serait majoritairement au Québec, semble-t-il. Donc, à voir quelle va être la décision aussi. Est-ce qu'on veut éviter de froisser les Américains? Est-ce que 30 F-35, ça va être correct pour pas les frustrer? Est-ce que de séparer notre flotte d'avions en 2 modèles aussi, ça va être compliqué? Est-ce qu'il faut que tu entraînes tes pilotes à piloter 2 types d'avions, 2 logiciels différents, héberger 2 fois toutes les données de ces avions-là dans des centres différents? Ça pourrait peut-être compliquer la tâche. J'ai hâte de voir comment on va s'en sortir. Et cet exemple-là démontrait aussi toute la précarité de notre dépendance aux Américains quand les choses vont moins bien. Mais de toute façon, on est presque rendu européen. Oui, on est à l'Eurovision à cette heure. Avec Mark Carney, on est à l'Eurovision. On est très proche de l'Europe. Bon, on va revenir chez nous.
à Repentigny. Ben là, c'est toute cette opération de nettoyage. L'enquête est en cours. Et là, il y a des hypothèses qui sont avancées par certains experts. Est-ce que la chaleur pourrait avoir joué un rôle dans le déraillement? Oui, intéressante théorie de Pierre Barriot là, que parlait à nos collègues du Journal de Montréal, à Laurent Lavoie, là, lui qui est là, évidemment un chargé de cours en planification des transports à l'UQAM. On l'entend souvent là, sur tout ça de type de transport. Également le président chez Gris Orange Consultant. Puis lui rappelle que les rails, c'est comme les ponts. Hein? Vous savez, quand vous passez sur un pont, vous entendez des pop-pom, pop-pom, pop-pom. Parce que il y a des espèces de petites séparations qui sont faites en acier parce que l'acier, comme tous les métaux, vont se contracter ou se dilater dépendamment de s'il fait très froid ou très chaud. Fait que ça prend une espèce de marge de manœuvre. Et là, quand il fait extrêmement chaud, comme c'était le cas justement dimanche à Repentigny, ça se peut que le métal allonge là, sur les rails, ce qui aurait pu créer une certaine faiblesse et peut-être mener justement là, au déraillement de ces 46 là, wagons à Repentigny qui ont fait aucun blessé, aucun mort, je le rappelle, là, que des dégâts matériels. Mais ça pourrait venir expliquer un peu parce que quand il y a un déraillement, là, habituellement, il y a plusieurs théories que tu peux anticiper. Par exemple, dans la tragédie de Lac-Mégantic, c'est de la vitesse. Donc, une espèce d'erreur humaine. Mais de la vitesse, ça arrive dans une courbe. Je ne sais pas si vous avez vu les images de drone de Repentigny. Mais Mégantic, il y avait une succession d'affaires. Oui, là. aussi. C'était complexe. Là. Mais à Mégantic, il y avait une courbe, entre autres, puis c'est quelque chose qu'on essaie de corriger aujourd'hui. À Repentigny, c'est droite. D'ailleurs, on avait parlé à un expert hier après-midi là-dessus que vous pouvez entendre sur Cube, qui nous expliquait justement ce que tu es en train de nous mentionner. Voilà, donc on continue de chercher là, parce que ce n'est qu'une théorie là-dessus, considérant que le Bureau des transports du Canada, de la sécurité des transports, est toujours en train de mener une enquête. Bien, ça soulève, bien sûr, des questionnements sur la proximité de ce genre. Puis on comprend là, que les villes se sont construites autour des chemins de fer. Là, ça, tout le monde comprend ça. Mais lorsque la piste cyclable, j'entendais le maire aussi à qui on a parlé hier, la piste cyclable, là, elle est collée sur la voie ferrée. Bon. Alors là, moindrement qu'on voit les images de drones, si quelqu'un avait été sur la piste cyclable à ce moment-là, les cours aussi, c'est presque un miracle là, qu'il n'y ait pas eu effectivement de blessés graves ou de morts dans cette histoire-là. Alors, parions qu'il y aura une réflexion à avoir sur la suite des choses. C'est en une du journal, moins de Français sur les vols internationaux chez Air Canada. Oui, et pourtant, on continue de dire qu'un service dans les 2 langues officielles demeure une priorité absolue de la part de Je suis Air Canada. désolé. Ah, oui, merci, Michael Rousseau, pour les seuls mots que vous êtes capable de dire en français. Parce que là, on approche du pic estival, il va y avoir le plus grand nombre de vols. Ouais, les gens qui vont utiliser, là, qui vont aller partir en vacances. Et là, 3 juillet dernier, on envoie un message du côté de la direction d'Air Canada à tout le personnel. On dit qu'au moins jusqu'à l'automne, là, pour les grands nombres là, de trajets internationaux, on parle d'à peu près une dizaine, le nombre d'employés à bord là, qui parlent les 2 langues, absolument, il y en a minimum 2. Là, on va descendre à 1. Puis là, on commence à sortir. Moi, c'est ça qui m'a fait sourire un peu jaune là, en disant regardez, bon, là, quand on veut répondre à un client puis que la personne qui parle français à bord est ailleurs ou est au petit coin, après une petite pause, là, on va prendre un iPad pour essayer de traduire, pour donner le contenu linguistique français. Sortez du Duolingo. Non, mais littéralement, c'est ce qu'on propose. Puis on dit, vous pouvez profiter des cours de langue offerts à tous les employés dans les 2 langues officielles du Canada. Mais c'est qui va y prendre ces cours-là? Non, c'est un énième recul sur le français au sein d'Air Canada. Autre option, voyager avec Isabelle aussi, qui a un anglais impeccable. Fluide. Oui, un anglais fluide. And I'm so sorry. de chute aux outardes. Non, mais ça démontre tout le mépris d'Air Canada envers le français. Je veux dire, puis il y avait... moi aussi, quand j'ai lu là, dans le journal ce matin un peu, là, les pistes de solutions là, proposées par le Vice President de Air Canada... Puis, tu sais, c'est parce que la feuille de route est très, très longue. Il y a eu, la sortie de Michael Rousseau, qui était incapable de répondre en français aux questions du collègue P.O. Zappa à la Chambre de commerce. Après ça, la tragédie de LaGuardia, ou même pas capable d'offrir ses condoléances dans un français. Tu sais, une phrase, là, c'est si compliqué ça, une phrase. Fait après ça, combien de décisions ont été rendues défavorablement envers Air Canada? Fait que mettez ça sur la pile. T'sais, après ça, qu'on ne vienne pas nous dire chez Air Canada qu'on a le français à cœur, arrêtez. Là. On vous croit plus. Prenez-nous pas là, pour des imbéciles non plus. Et le siège social d'Air Canada, il est où? Il est à Montréal. Ouais. Ben, Montréal, c'est dans une province quoi?
francophone. Ouais, mais tu sais, des sièges sociaux, des fois, un petit bureau, puis les décisions se prennent plus à Toronto. Michael Rousseau était bien fier de dire qu'on pouvait parler juste en anglais à Montréal, Oui. puis c'était bien correct. Ben là, il va pouvoir vivre sa retraite, sa best life en Tu anglais. penses pas qu'il va continuer ses cours de français? Je pense qu'il va aller rejoindre Mary Simon. Scène culturelle, Céline, qui a sa chaîne YouTube. Ben, puis elle chante dans les deux langues. Alors, elle continue de rajeunir. Céline Dion de Station, c'est le nom que vous pourrez écrire sur YouTube pour retrouver sa chaîne. Où là, c'est en direct. Là. Jean-François, ce qui vous fait jouer, ça joue en ce moment. OK, on continue. On n'a là. pas choisi un extrait, il a juste pris ça, puis c'est ce qui joue en ce moment avec une pochette d'album. Parfois, il y a ses vidéoclips aussi. Autant ses chansons en anglais qu'en français. Donc là, on entend River Deep, Mountain High, mais il y aurait pu avoir Pour que tu m'aimes encore, All by Myself, vous les connaissez. Donc, on peut écouter Céline 24/7. Oui, c'est comme Sans arrêt. une radio station. Ah! Oui, donc OK. on continue sur YouTube pour ses 40 ans de carrière, 40 ans de catalogue aussi. Donc c'est une chaîne que Céline. On sait que la semaine passée, on en a beaucoup parlé pour Bonjour, pardon, merci. La chanson Dansons aussi. Il y a un vinyle qui va sortir le 4 septembre à ce sujet-là. Puis on est toujours dans les rumeurs de Céline qui aurait un nouvel album cet automne. Les deux chansons seraient la prémisse d'un nouvel album avant ces spectacles qu'on appelait avant la Défense Arena, qui est maintenant la Plénitude Arena. Eux autres aussi, les Français changent toujours de nom, juste pour que ce soit un peu mêlant. Alors, on va continuer de suivre ça, mais la chaîne YouTube, moi, je pense que ça peut être populaire pour les soupers de filles. Ben oui, tant que le GPS nous amène à la même place à l'Arena, l'automne prochain, on va être correct. Et en terminant au sport, Alexandre, Coupe du Monde, est-ce que le Donald va rappeler la direction pour se plaindre là, du résultat du match? Les Américains sont éliminés. Hier, à Maison-Blanche, il tenait un point de presse, puis on lui a posé la question. Il s'en est pas caché la moindre seconde. Ah, le je- Donald C'était a dit, impossible à cacher. oui, j'ai appelé Infantino, j'ai dit, c'était un mauvais carton rouge, c'était de la merde, bonne décision. Puis il dit, pour le match qui s'en vient, si on perd, ben, je vais dire que c'était arrangé puis truqué comme l'élection de 2020. J'ai hâte de voir comment il va réagir aujourd'hui parce que les Américains se sont fait planter 4-1 par la Belgique hier. Ouais, parce que le monde entier, à part les États-Unis, prenait, je pense, pour la Belgique hier là, sur les réseaux sociaux, déferlement de gens. Puis d'un niveau personnel, là, je les comprends. Imaginez, vous êtes un parent, vos enfants trippent sur le soccer, vous écoutez la Coupe du Monde avec eux, vous vous retrouvez pogné pour expliquer. Là, vous passez votre vie à dire à vos enfants, trichez, c'est mal, soyez honnêtes, soyez frangeux, jouez bien. Puis le président des États-Unis, lui, qui triche avec son chum, Gianni Infantino, qui dirige la FIFA, l'organisation sportive la plus corrompue sur la planète, soit dit en passant. Puis là, ben, ensemble, ils s'arrangent pour enlever un carton rouge qui disqualifiait Folarin Balogun, le meilleur joueur américain, de jouer là, à partir de la dernière partie. Ça, c'est un point, là. Que le Donald, comme Alex dit, c'est une affaire, mais que la FIFA accepte, c'est une autre affaire. Ben non, mais la FIFA, je veux dire, Gianni Infantino, là, ça vole pas haut, là, monsieur FIFA. Bref, dans tous les cas, ils sont éliminés, les Américains. On aurait pu entendre des USA dans les stades un peu partout. 4 buts dans un match professionnel au soccer, c'est quand même beaucoup. rare, là. Mais je vous trouve sévère, voyons. Trump a reçu le prix de la paix de la FIFA. T'as Ayez raison. un peu de respect pour M'excuse. l'homme, Oui. s'il vous plaît. Et il a expliqué aussi en point de presse qu'il avait regardé la séquence vidéo et qu'il n'avait rien fait de mal. Et qu'il y a des langues sales.